Donc, bienvenue à tous à cette plénière sur les Français, leur sommeil et le médecin généraliste. Donc, moi, je suis le Dr Aurélie Janceski, MCA au DMG de Marseille et membre du secteur pédagogie du bureau du CNGE. Et pour cette plénière, nos experts seront Dr Juliette Chambre, qui est MCU au DMG de Strasbourg, titulaire du 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 sommeil, Dr Marc Chanelière, qui est MCU au DMG de Lyon, et Dr Jean-Arthur Micoulot, qui est psychiatre, MCU-PH en physiologie du sommeil, médecin du sommeil au CHU de Bordeaux, dans le service universitaire de médecine du sommeil. Bonjour à tous. On avait d'abord des questions à vous poser. Alors, qui a bien dormi parmi vous? Levez la main. C'est pas si mal. Qui a assez dormi? Ouais, il y en a un petit peu moins. Ah, quand même. Est-ce qu'il y a des insomniaques parmi vous? Ah, vous avez le droit de lever la main. Hein. Oui, je pense qu'on est dans les 10%. Et qui ronfle, vous avez le droit de montrer votre voisin si vous voulez. Allez, plus que ça, je suis sûre. Non, il y en a quand même qui sont honnêtes. Bravo. Merci. Docteur, je viens vous voir, je dors mal. Je dors mal, ça va pas. Je dors mal, je dors pas, je dors peu, je dors mal. Mais c'est-à-dire C'est-à-dire que je suis fatiguée, quoi. Je dors pas, je m'endors pas, je me réveille, je dors pas, je dors peu. J'ai pas de sommeil, quoi. et vos nuits? Elles sont courtes. Enfin, je dors pas, quoi. Et le matin? Ah, le matin, je suis fatiguée, j'en peux plus, je suis crevée, je suis de mauvaise humeur. Et puis, j'ai quand même pas mal de soucis, donc la nuit, c'est difficile. Vous ronflez? Ouais, il paraît. Mais je sais pas si c'est vrai, mais ouais, il paraît. Bon, eh bien, écoutez, je propose qu'on en parle. Alors, juste un petit rappel théorique pour commencer. Je vous rassure, on va faire court là-dessus. Donc, il y a deux principaux mécanismes qui vont rentrer dans la régulation du sommeil. Le premier, c'est la pression de sommeil ou le processus homéostasique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est réveillé, on va cumuler de la dette de sommeil sur la journée. Et à partir du moment où on va s'endormir, on va récupérer de cette dette de sommeil, d'abord rapidement et puis un peu plus lentement sur la fin de la nuit. Et ça recommence quand on se réveille de nouveau. Le deuxième, c'est le processus circadien. Donc là, c'est l'horloge interne. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on va être bien réveillé, des moments où on va être plus facilement, on va s'endormir facilement. Donc l'idéal, c'est que ces deux mécanismes soient bien synchronisés. Aurélie, tu peux cliquer. Ouais. Donc voilà, quand c'est bien synchronisé, on a des bonnes périodes de sommeil, des bonnes périodes d'éveil. Donc après, on peut décrire un troisième processus, tout simplement parce que voilà, on est des animaux qui habitons sur la Terre, et donc on a une alternance entre la lumière et l'obscurité. Et notre œil s'est adapté et est sensible à cette alternance. Donc cette lumière va influencer au niveau du cerveau les deux processus dont je vous ai parlé. Ils vont aussi avoir un lien direct avec donc, la lumière qui va agir directement sur l'éveil, la vigilance ou la capacité à s'endormir. Donc ces trois mécanismes ensemble vont influencer à la fois le timing, le moment où on va dormir, la qualité du sommeil et la qualité de la vigilance. Et secondairement, ils vont aussi influencer la cognition et l'humeur. Oui, alors là, vous avez du coup la présentation de la physiologie, la régulation physiologique du sommeil. En fait, ce qu'on voulait vous présenter dans cette slide, c'est que cette physiologie, elle est contrainte par l'environnement social, les contraintes d'horaire de travail, etc. Et qu'en fait, quand on va explorer, quand on va parler avec les patients de leur plein de sommeil, on voit que le sommeil, c'est pas simplement un mauvais sommeil n'est pas simplement la conséquence d'une pathologie du sommeil, mais c'est aussi la conséquence de comportement du sommeil. Et l'enjeu dans l'évaluation du sommeil, ça va être de pouvoir détricoter tout ça pour proposer une prise en charge la plus adaptée. En clair, quand on se plaint de somnolence liée à des apnées du sommeil, il est possible aussi qu'il y ait d'autres facteurs
qui a entraîné de la somnolence qu'il ne faut pas sous-estimer du fait qu'on ait mis en évidence des apnées du sommeil. Et on verra ça donc progressivement. Alors, idéalement, si on raisonne en durée, un bon temps de sommeil, qu'est-ce que ça serait? Déjà, peut-être vous dire que ça va diminuer avec l'âge, et vous noterez que quand vous étiez étudiant, idéalement, votre temps de sommeil idéal, il aurait été de 7h46. Je vous laisserai méditer sur ce chiffre. Je vous laisserai également méditer sur le chiffre de la classe des 35-44 ans, qui me concerne un peu particulièrement, où les 7h16 de sommeil idéal sont en moyenne beaucoup plus importants les jours de week-end, les fins de semaine et les vacances que d'autres jours. En tout cas, vous voyez qu'on peut idéalement définir une durée, et on peut aussi constater que très souvent on est un petit peu en retrait. Alors quelques repères sur la durée seulement, c'est qu'en moyenne les Français dorment 6h42 la semaine, 7h26 la fin de semaine ou les vacances, qu'une personne sur 3 est dite courte dormeuse, c'est-à-dire moins de 6 heures, et pour les autres, si vous êtes en dessous de ça, vous n'êtes sans doute pas une courte dormeuse, mais plutôt une personne en dette sévère de sommeil. Alors dans les mécanismes de compensation, une personne sur 4, elle va faire la sieste au moins une fois par semaine, et voire pour une personne sur 3 le week-end. Quant à l'insomnie chronique, qu'on va définir plus tard, elle concernerait 13% des personnes de la classe des 18 à 75 ans, avec un sexe ratio qui est à peu près de 2 femmes pour un homme. Vous voyez que là encore, si on se réfère à l'âge, l'enquête du baromètre de Santé publique France sur plusieurs milliers de Français, eh bien, elle montrait que ce n'était pas tout à fait linéaire, et que la bonne nouvelle, c'est qu'en prenant de l'âge, on peut se dire que globalement, on sera un peu moins insomniaque, alors que quand on était actif, eh bien, là encore avec un sexe ratio plus important pour les femmes, les troubles du sommeil sévère, l'insomnie sévère, étaient dans des proportions significatives. En gros, les plaintes en lien avec le sommeil, c'est 6 à 33% des adultes en France en population générale. L'insomnie, c'est une personne sur 5, et l'insomnie sévère, c'est une personne sur 11. Vous dire aussi qu'il y a des catégories de population qui sont plus sévèrement touchées. Ainsi, en 2018, une enquête avait montré que dans la population des étudiants, on en avait jusqu'à 65% qui présentaient des troubles du sommeil sévères. Alors, pourquoi il y a des variations 6 à 33%? Tout simplement parce que les méthodologies et les définitions ne sont pas strictement identiques. En termes de conséquences, le manque de sommeil, qu'est-ce que ça fait déjà? La plus évidente pour nous, c'est la sale tête, et ça vous est sans nul doute déjà arrivé. Ça donne aussi des difficultés cognitives, notamment des troubles de la concentration, qui sont responsables par exemple d'accrochage, le coup de frein trop tardif. Il y a des travaux qui montrent aussi qu'il y a un risque relatif de maladies infectieuses plus important, de troubles de l'alimentation, et de manière non corrélée d'ailleurs directement aux troubles de l'alimentation, un risque d'obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires, et enfin de décès, toutes causes tenues compte d'ailleurs, notamment en lien avec des troubles respiratoires. Alors, quand on parle de sommeil, on parle de la quantité, mais également de la qualité du sommeil. Donc les premières études en médecine du sommeil, dans les années 70-80, a montré que les gens qui sont en dette de sommeil sont plus à risque de faire des accidents pour la société ou d'avoir une santé qui se détériore. Puis maintenant, on en vient à se rendre compte que ce n'est pas simplement la quantité, mais également la qualité. Et de plus en plus, on s'intéresse à quelle est la santé du sommeil des gens. Comme il y aurait la santé alimentaire, la santé physique, on peut avoir une santé physique détériorée sans avoir de troubles neurologiques ou neuromusculaires, mais là on peut avoir une santé du sommeil détériorée, et c'est une dimension très importante, parce qu'au même titre que la quantité de sommeil, elle est reliée à la santé globale de la personne. Et en fait, ça, je vous ai mis un questionnaire récent qui est en cours de validation en français, mais ça permet de voir les dimensions importantes. Et par rapport à la physiologie qu'on vous a présentée juste avant, on voit qu'il y a des items autour de la durée. Ça, c'est le processus homéostatique, c'est-à-dire qu'il faut dormir suffisamment. Mais il y a aussi le circadien, il faut dormir de manière régulière et au bon moment. Donc il faut dormir avec des horaires régulières et au bon moment, la temporalité. On est des êtres diurnes, pas des êtres nocturnes, et être réveillé la nuit n'est pas bon pour la santé. Travailler la nuit n'est pas bon pour la santé, et il y a un encadrement spécifique en médecine du travail pour ça. Et ensuite, du coup, vous voyez qu'il y a des comportements donc, autour de ça, la quantité et la régularité et le moment. Et
quand ces comportements ne sont pas adaptés ou ne sont pas optimaux, on peut avoir des répercussions sur la satisfaction de son sommeil, sur son niveau d'éveil et sur la façon dont on sent que notre sommeil est efficace. Et donc, bien sûr, il y a les pathologies qui peuvent entraîner des dissatisfactions, des éveils insuffisants la journée et l'impression d'avoir un sommeil insuffisamment efficace. Mais il y a aussi les comportements en lien avec la durée, la régularité et le moment de sommeil. Et encore une fois, ça va être ça qui va être important pour séparer les pathologies, troubles insomnie, syndrome d'apnée du sommeil, qui vont entraîner un sommeil de moins bonne quantité ou de qualité, et puis les comportements en lien avec la physiologie homéostatique et circadien. Et donc, c'est très important, je vous ai mis le tableau sur la Vénus endormie, parce que ce qu'on voit là, c'est que on peut considérer que lorsqu'on dort, en fait, c'est pas quelque chose de passif, ça assure l'arrière-fond de la santé, en fait. C'est un tiers de la vie, on le dit traditionnellement, et donc quand le sommeil est de qualité, la santé est généralement là. Donc à côté de 10 fruits et légumes par jour, ou 5 fruits et légumes, enfin 10 000 pas, à côté d'une activité physique régulière, d'une alimentation et de pas de tabac, c'était déjà dans les recommandations OMS de santé dans les années 80, un bon sommeil est une dimension essentielle et de plus en plus ça va être dans les marqueurs de santé publique et de recommandations de santé générale. Et donc il faut qu'on voit comment on peut explorer ça. En gros, 30 à 50% des personnes qui souffrent d'insomnie vont consulter leur médecin généraliste ou le pharmacien d'officine. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces personnes, elles ont un recours aux soins qui est plus important. D'abord par une fréquence de consultation qui est plus importante, ensuite par une consommation médicamenteuse, notamment de psychotropes, qui est accrue, et enfin par un absentéisme avec un taux d'absentéisme qui croît de 25 à 50%. Donc finalement, c'était important d'en parler parce que, d'une part, c'est un trouble du sommeil qui va être rencontré de manière très prévalente en population générale, et donc le médecin généraliste et les soins de premier recours ont forcément une place dans leur prise en charge. D'autre part, parce qu'il y a une intrication avec, en gros, 2 types de situations. Soit on a des plaintes en lien avec un mauvais sommeil, et là, il faut évaluer l'impact que ça peut avoir sur la santé du patient. Mais quand on a des plaintes évocatrices d'un trouble du sommeil, pour le médecin généraliste, il faudra aussi savoir rechercher un trouble du sommeil sous-jacent. Donc finalement, ce qu'on va trouver en médecine générale, c'est ces 3 types de plaintes. La majoritaire va être « je n'arrive pas à dormir », donc ça c'est la plainte nocturne. L'autre plainte nocturne, ça peut être « je fais des choses inhabituelles pendant mon sommeil », et la plainte diurne, qui peut arriver aussi, c'est « je suis somnolent ». Donc je vous ai montré là les grands diagnostics à évoquer par rapport à ça. Donc sur « je suis somnolent », comme on a pu le voir, la majorité, ça reste le manque de sommeil. Ensuite, il faut chercher du côté des médicaments. Ensuite, évoquer les apnées du sommeil. Donc évidemment, c'est quelque chose à évoquer, mais il ne faut pas oublier les 2 premiers. Bon, après, les jambes sans repos et d'autres pathologies sont aussi à évoquer, évidemment. Dans le « je n'arrive pas à dormir », voilà, il y a l'hygiène de l'insomnie, mais aussi, comme l'a dit Jean-Arthur, voir un petit peu au niveau de l'organisation de la vie, l'hygiène de sommeil, qui va aussi rentrer en compte justement par rapport à ses répercussions sur le sommeil et sa qualité. Donc pour commencer, on voulait quand même parler du médical, du biomédical avec l'apnée du sommeil. Donc je reviens éventuellement rapidement sur l'interrogatoire, mais on va chercher effectivement les plaintes nocturnes avec les ronflements, notion d'apnée, sensation d'étouffement, éventuellement des sueurs nocturnes, la polyurie, le matin avec des céphalées, des problèmes de concentration la journée, la somnolence la journée. Je pense que vous connaissez tous le questionnaire d'Epworth. Donc on peut faire le bilan en ambulatoire qui permet le diagnostic dans à peu près 3/4 des cas, soit de l'éliminer, soit de le confirmer. Et dans une partie, il faudra aller plus loin et faire une polysomnographie. Donc moi, l'appareil que j'utilise, par exemple, c'est celui-ci. Oui, donc j'avais fait le DU du sommeil il y a
un peu plus d'une dizaine d'années maintenant. Donc l'idée, c'est de pouvoir enregistrer avec un saturomètre les mouvements respiratoires aussi et le flux au niveau du nez. Et on obtient ce genre de graphique. Là, clairement, on voit sur ces 10 minutes des apnées, des hypopnées assez nombreuses, avec un retentissement juste au-dessus sur l'oxygène. Donc à chaque fois que vous voyez une chute dans le graphique vert, ça c'est l'oxygène. Et en dessous sont scorés automatiquement et corrigés à la main les apnées et les hypopnées. Ce que vous pouvez recevoir de la personne qui aura fait la polygraphie en tant que généraliste, c'est ce genre de rapport. Donc où on va avoir la conclusion que vous voyez rapidement entre normal et sévère. Donc là on voit que c'est une personne de 68 ans, donc il y a des apnées sévères avec alors IDO, c'est index de désaturation en oxygène, donc ça reprend les chiffres qui sont en dessous, et IAH, ça c'est ce qu'on voit en général dans les rapports et c'est ce qui va compter entre autres pour la décision d'un traitement ou pas, c'est l'index d'apnée-hypopnée. Donc en gros, quand il est à plus de 30 par heure, il est sévère. Donc il faut imaginer qu'il y a 30 événements par heure de sommeil, donc une toutes les 2 minutes. À partir de là, on estime qu'il faut un traitement. Après, quand il y a des pathologies associées, on peut discuter de mettre le traitement en place pour un index un peu moins sévère. Donc une fois que le patient est traité avec sa PPC, voilà le genre de suivi qu'on peut avoir et que vous pouvez aussi recevoir des prestataires. Donc vous avez le graphique finalement qui va montrer chaque jour l'observance du patient. Et donc la ligne verte, c'est l'observance minimum. En gros, pour qu'un patient soit remboursé par la caisse, il faut qu'il l'utilise plus de 4 heures par nuit. Alors ces 4 heures ne sont pas choisies de manière complètement arbitraire, c'est-à-dire que quand c'est utilisé moins de 4 heures, il n'y a pas vraiment d'effet escompté à la fois sur les symptômes ressentis par le patient et aussi sur le risque cardiovasculaire global. Alors, du coup, vous avez des gens qui viennent vous voir en cabinet. Je le sais, hein, parce que mon frère est médecin généraliste et il me dit qui viennent vous dire que vous pouvez louer des machines de polygraphie ventilatoire et avec un coût peu élevé, puisque avec uniquement un remboursement d'une nuit, vous payez le remboursement du frais de location, vous pourrez faire de la polygraphie ventilatoire. Alors, vous avez le droit de faire des actes de polygraphie ventilatoire, mais sans formation dédiée, vous ne pourrez pas prescrire la PPC. Or, il faut que le prescripteur de la PPC soit celui qui ait fait l'examen du sommeil. Donc, en fait, l'examen du sommeil, si vous le faites sans avoir la formation du sommeil, vous regagnerez de l'argent, mais vous ne pourrez pas prescrire la PPC. Alors, pourquoi il y a ces contraintes ? La chose est que, je suis psychiatre, c'est les neuropsychiatres qui ont permis aux apnées du sommeil d'être une maladie neuropsychiatrique. Au départ, les pneumologues ont dit les apnées du sommeil, c'est toxique parce que les gens ont trop de CO2. Et donc, ils sont éveillés et ils s'endorment à cause du CO2. Les psychiatres ont dit non, c'est pas ça, c'est des gens qui veulent dormir et du fait des apnées, ils se réveillent et leur cerveau fait et ce sommeil altéré par ces éveils fait que le sommeil devient plus récupérateur et qu'il y a des conséquences la journée. Vous voyez où je veux en venir ? C'est qu'en fait, ce qui est important dans les apnées du sommeil, c'est d'évaluer ses conséquences. La somnolence, les plaintes de mauvais sommeil. Quand on est centré sur une définition juste avant des apnées du sommeil, du syndrome d'apnée du sommeil, la diapositive juste avant, elle est très simple. Le syndrome d'apnée du sommeil, c'est défini comme une obstruction répétée des voies aériennes supérieures. Mais en fait, c'est un syndrome. Un syndrome, ça veut dire que ce sont des apnées qui entraînent une altération du sommeil au point d'avoir des répercussions fonctionnelles sur la journée. Et ça, il ne faut pas l'oublier, on peut passer à la diapo suivante, parce que quand on a une définition uniquement centrée sur les apnées, le raisonnement médical est assez simple. C'est celui des soins tertiaires, d'hôpitaux. Je sais que vous n'avez pas ce raisonnement en médecine générale, mais il faut quand même rappeler que l'illusion, c'est de se dire on a des apnées, on met une machine de PPC, il n'y a plus d'apnée, il n'y a plus de maladie. Or, ce que les médecins du sommeil neuropsychiatres nous ont dit, c'est que la maladie n'est pas l'apnée, mais la répercussion des apnées sur le sommeil au point d'avoir une mauvaise santé du sommeil. Et donc, quand on a une vision uniquement centrée sur les apnées, ça aboutit à prescrire 1 million de PPC en France, 17 € par semaine, vous faites le calcul, ça fait 1 milliard de frais de remboursement de sécurité sociale par an
payé par la sécurité sociale, dont uniquement 30% des patients sont observants et pour lequel on n'est pas sûr que c'est efficace. Ça fait beaucoup d'argent. Alors, aux États-Unis, l'HAS ne l'a pas fait encore en France, mais ça vient de sortir à 3 semaines aux États-Unis, l'équivalent de l'HAS, la HRQ, l'Agency for Healthcare Research and Quality, vient de sortir un rapport qui conclut, après investigation de l'ensemble du niveau de preuve de l'efficacité de la PPC sur le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, que, roulement de tambour, oh, le suspense est trop fort, que ce n'est pas efficace. Donc, actuellement, nous avons un niveau de preuve de la PPC dans le syndrome d'apnée obstructive du sommeil équivalent au niveau de preuve de la chloroquine pour la Covid. Docteur, vous mélangez tout, je ne comprends plus rien. Ouais, alors, donc effectivement, on mélange tout parce qu'en fait, les médecins le prescrivent quand même. Alors, qu'est-ce qu'ont répondu toutes les sociétés savantes? Alors là, elles s'y sont mis toutes. Vous voyez, là, vous avez toutes les sociétés savantes, plus ou moins indépendantes, des prestataires de PPC, parce que si vous voulez, par contre, avoir des congrès un peu dans le monde entier, prescrivez de la PPC, elles ont répondu quelque chose qui est intelligent, qui est de dire, OK, améliorer l'index d'apnée-hypopnée n'améliore pas la santé des gens. Mais chez les gens qui sont somnolents, vous améliorez la somnolence. C'est très malin comme chose parce que c'est vrai, quand quelqu'un qui est très somnolent en lien avec les apnées, vous traitez les apnées, vous améliorez la somnolence. Sauf que quand vous dites ça, vous supposez que la maladie est donc le fait d'avoir de la somnolence en lien avec les apnées. Or, le critère de somnolence ne fait pas partie des critères diagnostiques du syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Donc vous avez un problème parce que vous essayez de traiter un outcome qui n'est pas dans la définition de la maladie, moi qui je pense devrait être dans la définition de la maladie. Et d'autre part, si vous dites que vous améliorez la somnolence, il faut que vous vous assurez au cours de l'entretien, et c'est là où ça demande une formation spécifique de médecine du sommeil, et pas simplement de lecture de polygraphie ventilatoire, c'est comment faire en sorte au cours de l'entretien pour s'assurer que cette somnolence est en lien avec les apnées, et non en lien avec les comportements de sommeil des gens, c'est-à-dire à quelle heure ils se couchent, à quelle heure ils se lèvent, quelle quantité de sommeil ils ont, est-ce que leur sommeil est régulier, est-ce qu'ils dorment la nuit, et par ailleurs, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre trouble du sommeil, comme un trouble insomnie ou un syndrome des jambes sans repos, qui altère son sommeil au point d'entraîner de la somnolence. Et c'est là où le raisonnement clinique est important. Vous voyez, donc en fait, par rapport aux apnées, l'enjeu est de pouvoir revenir à se demander quand est-ce que le sommeil est anormal, et donc, quand est-ce qu'on peut juger que le sommeil est anormal? Et c'est là le raisonnement clinique de médecine du sommeil pour la transition. Oui, dit autrement, le sommeil, c'est quand même une norme extrêmement subjective. Je fais une mauvaise nuit. Moi, j'ai un bon sommeil. J'ai un sommeil insuffisant. Une nuit normale. Moi, il me faut mes 6 heures. Oh, j'ai le sommeil léger. Non, je dors bien. Oh, je dors en un bloc. On voit donc que l'approche centrée patient, elle permettra de voir ce qu'il y a derrière. Concernant un peu la manière d'opérer du médecin généraliste, est-ce que c'est un dépistage qui est systématisé ou est-ce que ce n'est pas plutôt un repérage opportuniste? Eh bien, une étude qualitative en 2012 en région Aura avait montré que la majorité des médecins généralistes y recherchaient les troubles du sommeil seulement en cas de signes d'appel, fatigue, troubles de l'humeur, signes évocateurs d'apnée du sommeil. Une fois qu'on sortait de ce cadre-là, ils étaient assez peu à s'intéresser aux troubles du sommeil. Ah oui, donc effectivement, il vaut mieux ne pas avoir de machine de polygraphie ventilateur dans son cabinet parce que ça oblige à faire de la clinique, parce que sinon on commence à mettre des polygraphes à tout le monde au lieu de faire cette exploration de la clinique. Alors pour résumer, du coup, on a mis un autre tableau de Botticelli, c'est pour dire que le sommeil, il faut le voir, il y a des anges gardiens. Les anges gardiens, c'est ce qu'on vous a présenté la physiologie, c'est les processus homostatiques, je dors parce que je suis resté éveillé longtemps, et les processus circadiens, je dors parce que c'est la nuit. Il faut avoir des comportements appropriés au regard de sa physiologie. La source de bonheur, c'est d'écouter son corps. Donc ça, c'est ce qu'il y a en vert, c'est le sommeil. Et ce sommeil doit être pris en compte par des comportements. Donc vous voyez Vénus surveillant le sommeil de Mars. Et donc déjà, vous avez énormément d'altérations du sommeil qui sont liées à l'intrication de mauvais comportements en lien avec sa physiologie. Et ça, c'est très important. Même quelqu'un qui a un syndrome d'apnée obstructive du sommeil peut mal dormir du fait de ses comportements. Vous voyez ? Ouais. Enfin, docteur, j'ai plein d'autres questions à vous poser. Ouais. Ok. Parce que, en fait, je dors rien. Je dors vraiment rien.
En fait, je dors plus. Je dors plus du tout. Enfin, Mais vous comprenez? plus rien du tout? Bah, non. Enfin, oui. Enfin, non. Enfin, bon, non. Attendez. Oui. Bah, Pas, plus, rien, beaucoup, trop? un peu des 5. La plainte d'insomnie est une plainte fréquente qui peut révéler de multiples troubles ou comportements inadaptés par rapport à son sommeil. Et donc l'enjeu aussi par rapport aux troubles d'insomnie, c'est à partir de quel moment c'est une maladie. Et en fait, la plainte d'insomnie peut s'autonomiser pour elle-même, liée à des processus d'hyper-éveil au niveau cérébral qui vont être la cible de la prise en charge du trouble insomnie. D'où l'importance de savoir quand est-ce qu'une plainte d'insomnie est un trouble insomnie. Alors il y a des critères, là vous avez mis les critères du DSM. C'est généralement quelque chose qui altère l'initiation, le maintien ou le réveil matinal précoce et qui est suffisamment fréquent pour entraîner une répercussion la journée. Et donc c'est important d'aller identifier quand est-ce qu'il y a une plainte d'insomnie au point d'avoir des répercussions la journée en lien avec une altération des systèmes d'éveil pour pouvoir mettre en place une prise en charge spécifique sur ce trouble insomnie qui n'est donc pas simplement une plainte mais qui est devenu une maladie pour notre regard médical. Et donc face à des facteurs c'est le modèle classique des 3P qu'on peut retrouver dans plein de maladies chroniques, face à des facteurs prédisposants, vous pouvez avoir un facteur précipitant type un stress, des apnées du sommeil, une douleur chronique qui entraîne une plainte d'insomnie, mais la plainte d'insomnie va faire que le cerveau va s'habituer à être réveillé dans le lit, c'est les facteurs perpétuants, et au final, même si vous n'avez plus d'apnée du sommeil, même si vous n'avez plus de stress, même si vous n'avez plus de douleur, le trouble d'insomnie peut persister. Donc il est très souvent le cas qu'un patient qui se plaint de son sommeil en lien avec des apnées du sommeil continue à avoir des plaintes de sommeil alors que vous lui avez mis un traitement par PPC parce que son trouble d'insomnie se maintient pour lui-même. Et donc l'enjeu, ça va être d'essayer d'agir sur ce mécanisme de la plainte de sommeil, le fait que une fois qu'on a une plainte d'insomnie, se met en place des stratégies d'adaptation qui nous semblent adaptées, mais qui sont en fait inadaptées. La principale, c'est que si je dors mal, mieux vaut rester au lit pour trouver le sommeil. Or, plus vous allez rester au lit sans dormir, plus vous allez vous dire que c'est con, les autres dorment dans le monde entier, moi je dors pas. Donc vous allez commencer à avoir du stress, de l'éveil, et ça va renforcer l'éveil. Et puis vous allez avoir une anxiété anticipatoire du coup la nuit suivante, et vous allez dire mais non mais ça va être impossible, je vais pas réussir à dormir, et ainsi de suite, et ça devient le trouble insomnie. Et vous voyez, ça peut démarrer uniquement par une plainte d'insomnie aiguë en lien avec des apnées du sommeil par exemple. Bonjour, Madame Aurélie. Oui, bonjour. Bonjour, docteur. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue vous voir, hein, mais vous savez, je suis médecin, c'est compliqué. J'ai 58 ans, hein, je ne sentirai pas, mais j'ai 58 ans. Et je dors mal. Oui, enfin, tu les fais toujours pas, tes 58 ans. Merci, c'est gentil. Mais je dors quand même pas, mon sommeil, ça ne me répare pas. Avant, le week-end et les vacances, je pouvais récupérer, mais là, pas du tout, ça ne marche même plus. Et puis, je me réveille tôt quand même le week-end, et puis du coup, je ne vous raconte pas mon humeur, quoi. Oui, ton conjoint m'en a un peu parlé, effectivement. Mais comment ça se passe la journée? Je rentre du travail, c'est 21h à peu près. Je me couche, c'est, je sais pas, à 23h30. Alors je m'endors vite, hein, je suis contente, je m'endors vite, mais après toutes les 2 heures, je suis réveillée. Alors une fois que je suis réveillée, je retourne en tête les patients, la compta, le machin, le congrès, préparer le congrès du CNGE, enfin ça tourne. Après je dors 6 heures, quand je me réveille, j'ai qu'une envie, c'est dormir encore. J'ai pas de temps pour une sieste, hein. Vous m'en avez déjà parlé, mais alors une sieste, même pas en rêve, surtout quand il y a des internes qui me posent des questions à la pause du midi. Et la nuit, quand tu te réveilles, c'est pour aller aux toilettes ou Non, une fois dans la nuit, mais les autres fois, non. Et tu ronfles? Il paraît. Après, je soupçonne mon mari d'être un peu pas trop gentil, mais il paraît, ouais. D'accord. Écoute, ce que je te propose, c'est que tu vas faire un agenda du sommeil, et puis on se revoit dans une dizaine de jours. Allez. Salut. Ah, voilà. Écoute, en plus, tu as rempli ton agenda à la perfection. Qu'est-ce que tu en penses? Je crois que je me couche trop tard, je me réveille trop tôt, et puis il y a plein de trous au milieu. C'est pas très très beau mon agenda du sommeil, non? Alors, j'ai vu largement pire. Je trouve que tu as un coucher très très régulier. Je vois que tu te réveilles aussi d'une manière très régulière, hein. Par contre, oui, effectivement, il y a quand même 1 ou 2 réveils la nuit.
En général, le milieu de nuit, tu te réveilles, tu te rendors assez rapidement. C'est plutôt sur la fin de nuit que c'est plus compliqué, c'est ça? Exactement. Est-ce que tu dors assez? Non. Non, clairement, je dors pas assez. Enfin, je vois bien avec les petits dessins, les petites croix que je t'ai fait que je dors pas assez, mais Mais comment tu t'organises pour ton travail? je commence à 8h30, je finis à 13h, après je reprends à 14h, je finis à 20h30. C'est toujours pareil, les patients, ils veulent le renouvellement. Docteur, je veux voir que vous. Bon, ok, donc tu sais ce que c'est, 20h30. Le jeudi, je garde mes petits-enfants. Je fais les visites le mercredi, vendredi matin. Enfin bon, normal, quoi, médecin généraliste. Et du coup, je me dis que peut-être je vais limiter le nombre de jours travaillés, mais en travaillant plus les jours où je travaille. Oui. Non. Et Okay. Donc tu rajouterais où le temps? Après 20h30 ou entre midi et 2. Je peux ne pas faire de pause entre midi et 2. Et, donc de toute façon, pas de sieste alors? Non. Toujours pas. Non. Oui. Attends, je t'ai retrouvé le compte-rendu du pneumo là. Regarde. Oui, attends, juste une petite question. Donc en gros, ton objectif, c'est de travailler un peu moins de jours, donc de pourrir un peu plus quelques nuits dans la semaine, et puis essayer de récupérer les jours où tu travailles pas, c'est ça? C'est ça. Oui. Et donc tu m'as dit que tu as le compte-rendu du pneumologue. Tu fais une drôle de tête, je sens que c'est pas une bonne idée. 2014, d'accord. Alors, donc effectivement, il n'y a pas d'apnée du tout. Donc un index d'apnée à 4,8, c'est tout à fait normal. Sur 7 heures de sommeil, donc tu n'as quand même pas trop mal dormi cette nuit-là. Avec une saturation parfaite. Voilà. Donc tout ça, c'était bien. Pas de confirmation de la suspicion clinique d'apnée. Donc a priori, si tu es fatigué la journée, c'est clairement pas à cause des apnées. C'est dommage, Arthur, il avait très envie de me prescrire une PPC. Et donc, il te proposait en 2014, c'est bien ça? Oui. D'abord, une augmentation du quota d'heures de sommeil et se coucher actuel entre 23h30 et minuit. Donc, je vois que tu as bien écouté le pneumologue. Oui. Réduction des heures de travail, avec arrêt des consultations à 19h et non 20h30. Ouais, donc, ça a bien changé depuis. Oui, ça a bien changé, oui. Ouais, j'ai comme l'impression que ça parle à quelques personnes là dans la salle. Dites-moi que je ne suis pas la seule. Alors, est-ce qu'il y a des questionnaires qu'on peut utiliser? Et oui, pour évaluer la sévérité d'une plainte d'insomnie. Donc, on a vu l'agenda du sommeil est l'élément central pour évaluer les comportements du sommeil en lien avec les heures de coucher, les heures de lever, les heures d'endormissement et les heures de réveil. Et on va voir comment c'est important pour la prise en charge. Sinon, sur les sévérités des plaintes, ce qui est important, c'est l'ISI, qui est l'Insomnia Severity Index, qui est classiquement utilisé. Je ne sais pas si on peut la remplir en ALQP 00, je ne sais plus combien, pour faire les questionnaires de dépression. Je crois pas. Un peu plus d'argent. Alors, honnêtement, ayant quand même une consultation un peu orientée sommeil, en tout cas pour une partie de ma pratique, je pense que je n'ai jamais utilisé l'ISI avec mes patients. Ah ouais? Pourtant, elle permet en tout cas pour vous de voir que, entre autres le fait de pouvoir peut-être la coter en acte un peu plus, c'est qu'il y a deux dimensions importantes. C'est comprendre que l'insomnie, c'est les plaintes du sommeil. Ça, c'est cette première partie. Vous voyez, s'endormir, se maintenir, se réveiller trop tôt et être satisfait de son sommeil. Et la deuxième partie, évaluer les répercussions la journée de ces plaintes sur le fonctionnement. Et que c'est toujours ces deux leviers qui sont importants à cibler comme objectif thérapeutique, parce que le trouble, c'est pas que la nuit, c'est l'altération de la nuit au point d'avoir des répercussions la journée. Et c'est ça le trouble du sommeil en fait. Je pense que c'est bien de l'avoir en tête parce que finalement, dans l'entretien, on pose à peu près ces questions ou alors les patients vont nous rapporter ces plaintes-là et donc explorer ces deux aspects, comme l'a dit Jean-Arthur, à la fois la nuit et la journée. Ok, je crois que j'ai à peu près compris, docteur, les problèmes du sommeil, de l'insomnie, tout ça, mais en fait, moi, je veux rien prendre. Mais même pas quelque chose un peu léger ou... Ouais. Non, à base de plantes. Ou un truc à base de lumière, je crois, j'ai vu ça, un truc, je n'ai pas trop bien compris comment dormir au soleil, ça pouvait résoudre le problème, mais je sais pas, un truc simple. Enfin, je veux rien prendre, je suis pas une droguée en fait. Alors, il y a une étude qui avait montré l'évaluation des traitements médicamenteux versus non médicamenteux. Et donc, vous avez en rouge l'amélioration du sommeil avec les thérapies avec le placebo, en noir avec les thérapies cognitivo-comportementales. Et en bleu, vous avez les somnifères.
Donc après, les triangles, c'était quand c'était combiné. Donc vous voyez que finalement, le placebo fait à long terme aussi bien que les somnifères. Après, on garde la référence évidemment des thérapies cognitivo-comportementales, mais ça, c'est compliqué de l'inclure en pratique clinique telle qu'elle, mais on va vous montrer qu'il y a quand même des choses qu'on peut utiliser. Donc les principes du traitement non médicamenteux, ça va être de retrouver le signal déclencheur du sommeil, renforcer les synchroniseurs de l'horloge, je ne reviens pas dessus, je crois qu'on vous en a un petit peu parlé, et aussi de dédramatiser, parce que finalement, vous avez vu que l'agenda du sommeil qu'Aurélie m'a rempli, il est pas parfait, c'est sûr, mais il n'est pas si mal, elle dort quand même la nuit. Donc là, on va voir différents types, donc l'hygiène de sommeil, les thérapies cognitivo-comportementales, comment on peut les utiliser. On va aller aussi du côté de l'acupuncture, phytothérapie, activité physique, relaxation, peut-être un mot sur la psychothérapie et puis la luminothérapie. Oui, alors on oublie tout le temps la première étape de toutes les prises en charge comportementales, c'est la prise en charge autour de l'hygiène du sommeil, en tout cas pour le sommeil. Il y a des niveaux de preuve assez élevés, c'était juste pour rappeler qu'on pouvait faire de la recherche sur l'hygiène comportementale. Et globalement, quels sont ces comportements qui ont été listés dans la diapositive suivante qu'on peut passer pour passer directement à la diapositive d'après? On peut les résumer comme ça, mais en fait, c'est souvent des choses un peu bêtes, mais qu'on oublie souvent. C'est tout ce qui est traitement qui peut être éveillant le soir ou altérer un peu la continuité du sommeil, comme l'alcool. C'est faire attention à l'ambiance des chambres à coucher, la température, la lumière et le calme une chambre. Le bruit est une cause principale de plaintes de sommeil en population générale. Quand on parlait de la pauvreté, de la précarité tout à l'heure, la précarité, c'est de vivre dans des lieux réclus avec des chambres mal insonorisées, et c'est une cause d'insomnie et d'altération de la santé majeure. L'alimentation de l'activité physique doivent être pris en compte. Ceux qui font de l'activité physique le soir en salle avec la lumière, c'est pas forcément le plus adapté, c'est plutôt le matin, et voilà. Et les horaires de lever et de coucher, comme on l'a dit, réguliers, permettant d'assurer une quantité de sommeil satisfaisante. Et après avoir parlé de toutes ces règles d'hygiène de sommeil, il va y avoir les règles plus comportementales, très spécifiquement en lien, quand on a une plainte d'insomnie, avec se réadapter, refaire en sorte que le lit soit un stimulus de sommeil. Et l'agenda du sommeil est utile pour ça. Voilà, donc là c'est un patient, M. Muller, 64 ans, qui était venu avec une plainte d'insomnie. Donc vous voyez que l'agenda est légèrement plus perturbé que celui d'Aurélie. Ce qu'on va voir, c'est qu'il a un temps passé au lit, alors pas toutes les nuits, mais qui peut être assez long, et avec des gros trous au milieu, avec 3 heures parfois de réveil. Passer voilà, donc le rythme est irrégulier, il y a des gros éveils nocturnes et il peut passer longtemps au lit. Donc finalement, on va partir là-dessus. Alors, vous voyez même qu'il m'avait mis comme commentaire dans la marge, merci Zolpidem à un moment. Voilà, donc après, donc moi il me ramène un mois d'agenda du sommeil, il est très très motivé. Et donc ce qu'on va définir, c'est déjà de raccourcir ce temps passé au lit. Pour, globalement, on dort 8, on va dire en moyenne 7 heures par nuit. L'idée, c'est qu'on condense ce sommeil sur une durée qu'on ne va pas dépasser au lit. Donc là, on a été relativement large. On a dit, donc, là, tu peux réduire le temps passé au lit. Ça va être là de 23h à 7h30. Donc vous voyez, on est large, on est sur un peu plus de 8 heures. Mais rien qu'avec ça, il a quand même déjà réussi à peu près à tenir, à ne pas se coucher plus tôt, à ne pas se lever plus tard et à condenser déjà son sommeil nocturne. On arrête aussi les siestes parce que ça diminue la pression de sommeil et ça va se répercuter avec des réveils plus faciles la nuit. Et le contrôle du stimulus, c'est la deuxième technique qu'on peut utiliser de thérapie comportementale. Donc l'idée, c'est que quand la personne a l'impression de rester trop longtemps au lit, alors on dit 20 minutes, moi je préfère pas donner de chiffre au patient parce que sinon il va regarder sa montre en disant « ça y est, ça fait 20 minutes ». Il sort du lit, il va faire une activité calme, sans trop de lumière, sans faire leur passage, le nettoyage des vitres, etc.
Et quand il sent que le sommeil commence à revenir, il retourne au lit. Alors vous pourrez constater que ce n'est pas toujours si simple à mettre en œuvre si c'est un étudiant qui vit dans un studio, ou s'il y a le conjoint ou les enfants et puis pas trop d'endroits où être seul, tranquille. Donc ça, c'est pour résumer ce qu'on vient de dire, en fait. Donc, vous voyez, l'idée, c'est vraiment de condenser. Moi, je parle aussi aux patients du ressort. C'est-à-dire, quand on tire sur le ressort, on voit des trous au milieu. Et quand on le lâche, il va se condenser. Donc en gros, quand je dors pas, il faut que j'aille repasser le linge, quoi. Super. Oui, en tout cas, quand vous dormez pas, il ne faut pas que le cerveau s'habitue à être dans le lit éveillé. Ok. Donc je peux aller relire mes thèses de thésard, plutôt faire une encoder mes activité entretiens, tout ça. douce et relaxante, et quand on ressent le sommeil venir, retourner au lit. Et en tout cas, faire en sorte que la chambre à coucher soit là uniquement pour le sommeil et les activités sexuelles. On va revenir dessus tout à l'heure, mais pas pour travailler. Pendant la période Covid, par exemple, faire de sa chambre à coucher son lieu de travail professionnel, quand on repense au Zoom avec son boss, quand on retourne au lit, c'est un facteur d'activation d'éveil, et donc il vaut mieux faire en sorte que sa chambre à coucher donc soit... pas de visio avec mon DMG dans mon lit la nuit. Non. Il y en a qui font ça, j'ai un peu peur quand même. Alors, je crois que tu m'avais posé aussi la question de l'acupuncture. Alors, ça a été une évaluation par la Cochrane par rapport à l'acupuncture. Alors, le problème, c'est que les études sont de faible niveau de preuve de manière générale, très hétérogènes. Il y a aussi beaucoup de patients perdus de vue. Alors, parfois, on a des grosses efficacités de l'acupuncture sur la latence d'endormissement ou sur les éveils nocturnes, mais avec aussi beaucoup de perdus de vue. Alors, la question, c'est est-ce que les perdus de vue, ça ne marchait pas, donc, ou alors le sommeil s'est aggravé. Et, donc, on ne peut pas vraiment conclure pour le moment sur l'efficacité. Ok. Et le sport ? Alors le sport, comme on a vu, le soir, dans une salle, à réchauffer sa température interne et avec des gros projecteurs, il vaut mieux éviter. Cela dit, une activité physique la journée, même chez les personnes âgées, on a montré qu'il y a une efficacité certaine sur le sommeil, en particulier sur l'endormissement. Mais il ne faut pas le faire trop tard. D'accord. Donc pendant les visios du DMG, l'après-midi, on peut faire du vélo ? Par exemple, sur son vélo d'appartement, aucun problème. Ok, parfait. Alors par contre, il y a une activité physique qu'on peut faire le soir dans son lit. Ah. Je ne sais pas si tu vois où je vais en venir. Ouais. Tu peux me le prescrire ? Comme ça, je le montrerai à monsieur, histoire de le motiver un peu quand même. Alors ça, c'est seul ou à deux, pas de problème. Donc, le principal, c'est d'avoir du plaisir. Ah ouais. Donc il peut acheter des jouets aussi, c'est parfait. Fais-moi une prescription. C'est pas remboursé. Ouais, alors sur l'activité sexuelle, la taille des lits est dépendante, entraîne des altérations du sommeil. Et ce qui est rigolo, c'est que les femmes sont plus sensibles à l'altération du sommeil de leur conjoint que le conjoint est sensible à l'altération du sommeil de leur femme. Ça a été évalué. Bon, là c'est obligé, c'est la question que je vous pose, docteur. Donc en fait, la taille, ça compte. Du lit. La taille du lit. Ah, oui. 1m60 minimum. Et il y a aussi, on avait mis les bains chauds, on a regardé... parce que souvent on dit pas de bain chaud le soir, en France on a tendance à dire plutôt une douche tiède, et en fait il y a un niveau de preuve bon sur le fait que les bains chauds le soir favorisent l'endormissement et réduisent les plaintes d'insomnie d'endormissement. Et donc si les patients le font, il ne faut pas aller contre, et c'est probablement lié au fait que le bain chaud a tendance à créer une vasodilatation périphérique et donc à permettre de favoriser la baisse de température corporelle la nuit. Ok, donc activité sexuelle, jouer, jacuzzi, c'est parfait ça. Tout en même temps. C'est vachement mieux. Mais sans le zoom avec le DMG. Sans le zoom avec le DMG, ok. Ouais, enfin voilà, c'est des trucs pour faire sérieux là. Alors la luminothérapie, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, le principal synchroniseur c'est la lumière. Donc logiquement on se dit tiens, si la lumière a un effet sur le sommeil, ça a peut-être un effet sur l'insomnie. Il y a deux types de supports. Les classiques, c'est les lampes qu'on pose comme ça sur la table. Ou alors les petits supports, c'est les lunettes. Alors j'en ai amené. Tiens, si tu veux tester, hop, comme ça. C'est pas moi qui teste, c'est mes voisins qui auront l'air malins. Je ne peux pas tester, je parle. Prenez des photos, s'il vous plaît. Prenez des photos. Les indications.
les indications de la luminothérapie qui sont déjà bien prouvées, c'est sur les troubles du rythme circadien, donc décalage de phase, avance de phase ou retard de phase. Sur la dépression saisonnière aussi, donc en hiver, 20-30 minutes de luminothérapie le matin, on sait que ça a vraiment un effet sur la dépression saisonnière. Récemment, il y a un papier qui est sorti aussi sur la dépression non saisonnière, et la luminothérapie aurait une efficacité équivalente aux antidépresseurs. Alors les modalités d'utilisation, c'est là que ça peut se compliquer un petit peu parce qu'il faut définir à la fois l'intensité de la lumière, la durée et la période de la journée. Parce que, comme vous le savez, les écrans et la lumière le soir, c'est pas l'idéal, en particulier sur la mélatonine. Et donc on va privilégier plutôt la luminothérapie le matin. Il y a quand même des effets indésirables. Les principaux, ça va être les céphalées, les nausées. Attention aussi à la crise migraineuse. Donc céphalées, nausées, souvent ça va passer. On propose aux gens soit de reculer la lampe ou alors de l'utiliser moins longtemps. Et puis quand ils se sont adaptés, ils peuvent l'utiliser plus longtemps. Il aurait été décrit des virages maniaques, mais peut-être que ça reste anecdotique. Hein. Oui, comme tout traitement qui agit sur l'éveil, ça peut favoriser les virages maniaques dans les troubles bipolaires, chez des personnes vulnérables. Donc, la luminothérapie, juste par rapport au rythme circadien, pour vous donner un petit peu une idée, tu peux avancer. Oui. Encore. Voilà. Donc, si jamais on met la luminothérapie le soir, on va se coucher plus tard, se lever plus tard. Donc, quelqu'un qui a du mal à s'endormir, on va éviter. Par contre, la personne âgée qui se couche à 18 heures, pourquoi pas finalement une luminothérapie autour de 16-17 heures, ça pourrait peut-être être intéressant. Et si par contre on l'utilise le matin, on va avoir tendance à, donc le matin, avant le réveil habituel, on va décaler la phase avec un coucher plus tôt et un réveil plus tôt. La question qui reste, c'est quelqu'un qui a un sommeil morcelé, et si on met une lumière qui ne dépend pas de ce rythme circadien, est-ce que ça va avoir un effet sur la qualité de son sommeil ? Donc il y a une méta-analyse qui était sortie qui montrait qu'il y avait une efficacité de la luminothérapie dans l'insomnie, sans vraiment définir sur quoi ça avait cette efficacité. Et donc, les études montrent qu'il y avait un faible nombre de sujets, peu d'informations sur les caractéristiques de la lumière, une grande variabilité en intensité, en durée. Elle était donnée le matin, l'après-midi. Donc, globalement, pour le moment, ce n'est pas du tout clair sur comment et si c'est intéressant de l'utiliser. Sur les critères objectifs, il y avait quelques résultats positifs, en particulier la latence d'endormissement quand c'était utilisé le matin. Bon, sur des études de faible qualité méthodologique et des résultats subjectifs. Bon, ça tombe bien quand même, l'insomnie, c'est une plainte subjective. Donc, juste une petite autopromotion. On a eu un PHRC national qui vient de démarrer, qui s'appelle Insolux. Donc, c'est la luminothérapie dans l'insomnie chronique, où on va inclure 350 patients. On en est à 7. Ça a démarré en avril. Hein, donc, On ne rit pas. Et puis là, il y a les vacances qui arrivent et les patients sont inclus pendant 2 mois. C'est juste... Ouais. Donc il y a 40 médecins de 3 régions qui participent. On a eu un budget de 540 000 € pour ça. Et donc ils vont utiliser ces fameuses lampes que je vous ai montrées, un actimètre pour évaluer les rythmes veille-sommeil et une application avec agenda du sommeil qui, j'espère, un jour pourra être utilisée en pratique courante. Et donc, voilà, ça c'est pour vous montrer le schéma de l'étude. Je vais peut-être passer, on a d'autres choses plus intéressantes. Et oui, j'ai encore des questions, docteur. Parce que, en fait, je voudrais un petit médicament. Pas un gros, pas un truc de drogué, mais la lumière, tout ça, machin, mais c'est possible, juste un petit, mais qui marche, mais petit. Un truc léger, mais puissant. Voilà, un truc léger, mais qui marche pour de vrai, mais léger. En fait, il vous faudrait un truc vraiment efficace. Un truc qui marche vraiment, docteur. Oui, effectivement, il y a des études qui montrent que quand il y a des troubles du sommeil et qu'il y a a fortiori une insomnie et que le patient consulte son médecin généraliste, eh bien entre 35 à 90% des situations, il va y avoir prescription d'un hypnotique. C'est-à-dire que les phrases comme « je le prends pas souvent ». Mais à base de plantes, c'est bien, non ? Oui, bien, c'est bien. Mais parce que moi, je veux pas la pilule des fous, en fait. Non, bien sûr. Non. Bien parce sûr. que, ouais. Mais une petite aide chimique, mais je veux pas m'habituer
Hein? Non, parce que vous savez, moi, je veux pas... Enfin, Oui, oui, oui. ouais. Enfin, c'est quand même pas de la drogue, effectivement. Non, voilà. Non, c'est pas de la drogue. C'est léger, hein, ce que vous allez... Non, parce Oui. que moi, je vous connais, les docteurs, après, vous mettez des trucs, et puis après, on a des effets secondaires. Mais je veux un truc qui marche vraiment, quand même. Oui, très, Ok. très, vraiment puissant, Voilà, efficace. efficace. Eh bien, on peut ne pas s'enorgueillir du fait que la France soit vice-championne d'Europe dans l'utilisation des psychotropes. Et quand on regarde la population des 18 à 75 ans, 18% des gens ont pris dans l'année qui précédait, et même si on regarde par le passé, 36% un psychotrope. On a encore un sexe ratio un peu plus important chez les femmes, 23% versus 13% par rapport aux hommes dans l'année écoulée, et une prévalence de consommation de psychotropes qui va augmenter avec l'âge. C'est à peu près un tiers des femmes entre 55 et 64 ans. Toujours de manière un petit peu prouvée, les cadres, par exemple, sont des catégories socioprofessionnelles où la consommation est moindre que dans les milieux ouvriers. Vous voyez que dans le graphe, on voit que globalement, il y a quand même une tendance. C'est une augmentation de la prise de psychotropes avec l'avancée de la vie. Quand on regarde par exemple au niveau de la base Medicam, du remboursement des psychotropes, dont les hypnotiques, les traitements qui vont traiter les troubles du sommeil, vous voyez que là encore, ça illustre bien que l'âge passant, eh bien, la consommation augmente et vous avez aussi encore un décrochage entre les sexes qui s'opère. Alors on arrive dans les histoires de famille avec les benzodiazépines et les apparentés. Alors pourquoi c'est des substances maintenant qui font utilisation courante pour le côté hypnotique? Tout simplement parce qu'il y a une efficacité, une rapidité, notamment s'agissant de la latence d'endormissement. J'ai mis toxicité limitée avec beaucoup de guillemets à limiter, mais si on compare par exemple à des classes comme les barbituriques, il y a une absorption qui est variable et qui est relativement rapide. Il y a assez peu d'interactions, j'aurais dû mettre des guillemets aussi au niveau pharmacologique. Il y a une demi-vie courte qui est variable suivant les molécules. Et puis, sur un plan purement commercial, c'est assez peu onéreux. Résultat, en 2012, 130 millions de boîtes vendues, ça fait, si vous rapportez à la population, 2 boîtes par habitant et par an. C'est 4% des médicaments vendus en France. Et plus de 50%, plus de la moitié des prescriptions durent plus de 2 ans. Alors dans cette famille, si on regarde les benzodiazépines hypnotiques, vous en avez 4, pour ne pas les citer, l'estazolam, l'oprazolam, l'ormétazépam, nitrazépam. Elles ont des caractéristiques variables dont je vous fais grâce en termes de demi-vie, d'absorption, etc. Globalement, les effets potentiels, c'est une diminution de la latence d'endormissement, une durée de sommeil accrue et une qualité perçue de sommeil qui peut être améliorée. Dans les apparentés, vous les connaissez sans doute, le zolpidem, le zopiclone, qui eux agissent au niveau de la latence d'endormissement et de la qualité perçue de sommeil. Pour autant, tout n'est pas si rose du côté des effets adverses médicamenteux, puisque ces molécules, elles ont des effets notamment résiduels, avec une somnolence diurne qui occasionne des difficultés de concentration, des sensations ébrieuses, des confusions, parfois même des effets paradoxaux. Vous avez une hypotonie musculaire qui va occasionner des chutes. Elles ont aussi un impact qui a été prouvé sur la mémoire, des risques de dépendance avec des risques de sevrage, et puis une agitation nocturne, parfois un somnambulisme, des cauchemars ou une perturbation de l'onirisme, des hallucinations, un syndrome confusionnel, etc. Un cocktail à risque, c'est vraiment les personnes âgées avec des troubles du sommeil chez qui on va introduire un hypnotique. Il y a de nombreuses études, il y a même des méta-analyses qui ont montré qu'en moyenne, le risque de chute était majoré de 50% dans cette population-là, notamment à l'instauration ou au changement de traitement, notamment en lien avec la polymédication. Sachez quand même que le risque est d'autant plus important que vous êtes jeune. C'est-à-dire qu'on pense que la chute avec les hypnotiques, elle concerne surtout les gens âgés. Bien, en réalité, en risque relatif, c'est d'autant plus vrai quand on est jeune. Donc effectivement, avec les benzodiazépines, on peut mourir d'une fracture de hanche induite parce qu'on se lève la nuit, on se prend les pieds dans le tapis, s'il y a encore des tapis dans les chambres des sujets âgés. Mais sinon, on est à Bordeaux, il y avait aussi la question de « oui, mais alors je ne vais pas mourir s'il n'y a pas de tapis, donc je peux prendre ma maso, mais par contre, je vais devenir dément encore plus vite ». Alors bien sûr, c'est les études du professeur Bégaud à Bordeaux,
et du professeur Pariente maintenant dans le BMJ sur l'impact des benzodiazépines sur le risque de démence. Ils ont publié ça en 2012, puis 2014, ils ont relayé ça. Donc ces études ont un impact important sur nos conditions de prescription, voire à une espèce de peur de prescrire des benzodiazépines chez les populations âgées qui se plaignent d'insomnie. Et en fait, on y revient dans la communauté du sommeil à se dire qu'en dehors du risque de chute, les benzodiazépines ne sont pas des molécules si dangereuses que ça. On laisse un silence. Là, et notamment, il y a de plus en plus d'études qui montrent que finalement, c'est toujours les études suédoises où là, ils n'arrivent pas avec 2000 sujets, ils arrivent avec 200 000 sujets qui suivent je ne sais pas comment, et où ils nous disent, dans un dernier papier là, d'il y a 6 mois dans l'American Journal of Psychiatry, est-ce que ça cause l'Alzheimer? Alors comme pour l'ouverture du congrès, j'ai traduit, il est concevable que l'effet calmant de l'utilisation de benzodiazépines à faible dose chez les personnes âgées souffrant d'anxiété puisse réduire les effets de stress sur le système nerveux central vieillissant et réduire le risque de vulnérabilité au développement de la maladie d'Alzheimer. Donc, en fait, l'idée, c'est de se dire que les benzodiazépines ne sont pas des mauvaises molécules, à condition de les prescrire dans des situations où on a fait l'évaluation du sommeil et où on a mis en place toutes les mesures comportementales qu'on a décrites tout à l'heure. Et qu'en tout cas, une benzodiazépine le soir, c'est moins risqué qu'un peu de tertian, qu'un peu de laroxyle pour dormir. Parce qu'on est venu à une prescription où, de la peur d'un benzo, on prescrit plutôt du tertian maintenant, et j'ai des patients qui arrivent avec la bouche sèche, et à chaque fois je leur dis « Ah oui, non, mais c'est parce que... » Ah oui, d'accord, mais la bouche sèche... Voilà. Et donc, juste pour la blague, la diapo suivante, dans le textbook sur le sommeil, qui est écrit là, le chapitre sur les benzodiazépines, la conclusion, diapo suivante, de Thomas Roth, et de dire, je l'ai mis en gros, ça pixelise, on peut utiliser les benzodiazépines aussi longtemps que cela est nécessaire cliniquement, à condition, je rajoute, d'avoir mis en place les mesures d'accompagnement sur le sommeil nécessaires pour que l'hygiène du sommeil et l'insomnie soient pris en charge. Mais Thomas Roth était celui qui avait développé les études sur le Stilnox. Oui, il y a d'autres membres dans cette famille. Il y a les antihistaminiques anti-H1. C'est des substances qui sont utilisées parfois pour un effet hypnotique, mais plutôt davantage dans des manifestations allergiques. Elles ont des propriétés anticholinergiques, donc ce n'est pas une très très bonne idée globalement, ce d'autant que vous avez un glaucome, un anémie prostatique, et là encore, ça peut donner ces problèmes, donc glaucome, rétention urinaire et chute, ne sont donc pas recommandés chez la personne âgée. D'autant que, en particulier, l'atarax a une demi-vie qui est assez longue, donc avec un effet de somnolence résiduelle sur la journée, que n'a pas la luminothérapie. Exactement. À savoir que certes, potentiellement, là encore, ça peut avoir un effet sur la latence d'endormissement, sur la durée de sommeil, sur la qualité perçue. Le risque de dépendance semble plus limité, avec quand même un grand bémol sur une efficacité à court terme, et puis des effets adverses, certains, notamment en lien avec les demi-vies. Alors, est-ce qu'on a d'autres traitements plus légers ? Commençons, Juliette en a déjà parlé, par le placebo et tout ce qui s'apparente au placebo de manière générale. Alors, ça améliore la qualité de sommeil. À court terme, voire à moyen terme, on peut y noter une certaine efficacité. Il n'y a pas d'effet adverse d'un placebo. Est-ce qu'on peut être dépendant d'un placebo ? Je vous pose la question. Toutefois, le niveau de preuve est assez limité. Par rapport au placebo, juste une dernière chose, il y a eu plusieurs études justement sur l'effet du placebo sur l'insomnie, dont une qui reprenait toutes les études contre placebo pour les somnifères et qui montrait effectivement une efficacité d'à peu près 50% sur la qualité du sommeil. Et une étude de même israélienne qui montrait que même quand le patient savait qu'il prenait un placebo, mais il dormait quand même mieux, en tout cas les premières nuits. Ensuite, on arrive à la grande catégorie des plantes. Plantes en tisane, en décoction, en gélule, en ce que vous voulez. Globalement, il y a là encore des effets parfois sur la qualité, la perception de la qualité du sommeil et une efficacité qui est identique au placebo, sauf peut-être dans certains travaux concernant la valériane, qui aurait un effet légèrement supérieur. Attention quand même aux effets secondaires suivant la plante considérée et son mode de prise, aux compétitions également au niveau hépatique et un niveau de preuve qui encore est très limité.
La mélatonine, elle améliore la qualité du sommeil, une moindre latence d'endormissement. Il commence à y avoir des études qui montrent une efficacité limitée à court, voire à moyen terme, des effets adverses qui semblent assez contenus, l'absence de dépendance, mais on bute quand même encore un peu sur un niveau de preuve modéré.